Donc, on va pouvoir commencer cette session d'info. Donc, les personnes se connectent au fur et à mesure. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour cette session. Cette session d'information qui... Hop, alors attendez, je vais juste... Voilà. Donc, nous sommes très heureux, la Fédération de l'art urbain, d'organiser cette session avec vous. Je tiens à remercier plus particulièrement donc, Gilbert Coquelin qui va animer cette session et bien sûr le Barreau des Arts, qui est une association partenaire de la Fédération de l'art urbain. Et je laisserai donc Chloé Cherkop et Lucie Tréguier présenter ces missions dans quelques instants. Pour ma part, je me présente, je suis Cécile Cloutour et je coordonne la Fédération de l'art urbain, qui est donc une structure associative qui œuvre pour le soutien et la promotion de l'art urbain en France. C'est une structure qui a été créée en octobre 2018 avec le soutien du ministère de la Culture et qui mène plusieurs missions d'accompagnement juridique notamment à travers des ressources en ligne qui sont sur notre site internet. Sur le site de la Fédération de l'art urbain, vous avez un onglet outils professionnels sur lesquels vous pouvez retrouver des ressources concernant le droit d'auteur, mais aussi le droit pénal. Et on organise également des sessions d'information comme aujourd'hui avec des experts et des expertes juridiques. Et de la même manière, on travaille avec l'Institut Art et Droit, qui est partenaire de la Fédération de l'art urbain. Aujourd'hui, cette session elle est donc dédiée au droit d'auteur et au droit à l'image, comme vous pouvez le voir sur la page de présentation que vous avez à l'écran. Et je vais vous présenter tout de suite le déroulé de cette session qui va durer en tout 1 heure, avec 40 minutes de questions-réponses sur le thème des bonnes pratiques de la création en milieu urbain, à travers une définition des termes, qu'est-ce qu'on entend par droit d'auteur, droit à l'image, à travers notamment aussi des questions sur comment on défend ses œuvres dans l'espace public, comment on contractualise et qu'est-ce que le droit à l'image. Et donc, dans le temps qui nous restera à la fin, si vous avez des questions, moi je les restituerai au Barreau des Arts et vous pourrez avoir directement un échange avec Lucie Tréguier et Chloé Cherkop. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Gilbert Coquelin, qui est artiste et membre du conseil d'administration de la Fédération et qui a accepté donc d'animer cette session à nos côtés. Donc, Gilbert, c'est à toi. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, je vais me présenter assez rapidement pour gagner du temps sur les questions-réponses. Donc, effectivement, Gilbert Coquelin. Donc, je suis artiste, président du CEDERAO. Donc, c'est le Centre de documentation, de recherche et d'application des offensives. Donc, une pratique artistique que je développe. Je suis également président de l'édition L'Armée recrute, fondateur du mouvement Perturbationnisme. Et effectivement, donc mon lien avec la fédération, c'est via le conseil d'administration que je suis. Et donc, je suis ici parce que j'interviens régulièrement dans l'espace public en tant qu'artiste. Et effectivement, le droit est un sujet et même éventuellement une matière de création. Et donc, voilà pour les grandes lignes. Et donc, merci à vous d'être présente ce soir. Et je vais de suite transmettre la parole au Barreau des Arts pour leur petite présentation. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Lucie Tréguier et je suis accompagnée de Chloé Cherkop. On est représentante du Barreau des Arts. Donc, le Barreau des Arts, c'est une association qui a été créée en juin 2020 et qui a pour vocation à défendre les artistes précaires, donc à donner des conseils juridiques, plus précisément aux artistes précaires. Juste pour vous parler un peu de la genèse de l'association et ensuite on reviendra un peu sur le fonctionnement pour que vous compreniez en quoi le Barreau des Arts peut ou pas vous être utile. En fait, on a constaté dans nos pratiques, donc Chloé et moi, on est tous les deux avocates au Barreau de Paris, et on a constaté dans nos pratiques, avec aussi donc, Corentin Chimel, qui est cofondateur avec moi du Barreau des Arts et qui, lui, est artiste. Donc, on a constaté qu'il y avait un réel manque de connaissances des artistes. Ce manque de connaissances, on n'a pas vraiment su l'expliquer, mais on pense qu'il est notamment lié au manque d'informations dans les écoles d'art et aussi au fait que le droit est quand même assez aride. On en est bien conscient, même en tant qu'avocat, que ce n'est pas la matière voilà, la plus fun pour les artistes, et ils ont tellement d'autres choses auxquelles ils ont besoin de s'occuper, leur administration, leurs questions financières, etc. Donc évidemment, les questions juridiques ne sont pas toujours évidentes.
Et en partant de ce constat-là, en tant qu'avocat, on s'est dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Par ailleurs, d'autres associations comme ça existent dans d'autres pays, notamment aux États-Unis et en Australie. Moi, j'ai pu travailler en Australie dans une association qui s'appelle The Arts Law Center of Australia et qui prodigue des conseils juridiques aux artistes australiens. Et en rentrant en France en 2018, je me suis dit qu'il fallait absolument créer une association similaire, puisqu'il y avait justement ce manque qu'on constatait tous, que ce soit dans nos pratiques artistiques, donc notamment Corentin, et dans nos pratiques juridiques. Donc, et moi, on constate tous les jours qu'il y a souvent un déséquilibre aussi entre les artistes et leurs partenaires, donc que ce soit des institutions, des galeries, peu importe selon les artistes et le médium artistique qu'ils utilisent. C'est vrai que c'est vraiment de la base de ce constat qu'on a créé le Barreau des Arts. Après, évidemment, ça a pris du temps pour créer une telle association. Même s'il y a un vrai besoin, on a eu besoin de structurer tout ça. C'était quelque chose qui a pris du temps. Également, on est avocat, donc il y a des questions déontologiques qui se posent pour que les conseils soient prodigués en conformité avec nos règlements intérieurs, etc. Donc voilà, donc on a créé le Barreau des Arts. On a commencé par un lancement dans nos réseaux internes, donc avec les artistes qu'on connaissait, voilà, nous en tant qu'avocats, c'est comme ça qu'on a commencé vraiment tout petit. Et ensuite, on a lancé des appels aux avocats donc, du barreau de Paris, à nos confrères et consoeurs pour qu'ils puissent nous assister parce qu'on avait beaucoup de demandes et qu'on ne pouvait pas juste nous répondre à toutes les questions des artistes. Et aujourd'hui, on a un réseau d'une 50aine d'avocats, tous spécialisés en propriété intellectuelle et environ 80 étudiants qui sont donc en cours de spécialisation, qui sont soit en master de propriété intellectuelle, soit qui sont soit élèves avocats. Donc voilà, peut-être Chloé, je peux te laisser expliquer un peu le fonctionnement du Barreau des Arts. Ouais. Bonsoir tout le monde. Du coup, moi, je suis également avocate et secrétaire générale du Barreau des Arts. Donc, pour vous expliquer comment ça fonctionne, si jamais un jour vous en avez besoin, en fait, sur le site du Barreau des Arts, il y a un formulaire de contact qui est très facile à remplir et sur lequel on vous demande des informations essentiellement de contact et surtout d'expliquer votre problématique qui doit avoir un rapport avec le droit d'auteur, en fait. Donc, je crois que c'est une des questions qu'on développera un petit peu plus tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est le droit d'auteur? Mais nous, on répond à ce genre de questions. Et on vous invite à nous transmettre ce formulaire rempli ainsi que tous les documents qui vont pouvoir nous aider à analyser votre problématique. Et en fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on réceptionne cette question. On va vérifier que vous remplissez les critères d'éligibilité pour bénéficier des conseils du Barreau des Arts, qui sont essentiellement en fait, des critères de revenus et de champ d'application, donc droit d'auteur et des revenus en dessous d'un certain seuil. Et ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on transmet ce formulaire à des étudiants spécialisés en propriété intellectuelle qui vont se charger dans un premier temps de faire une première analyse du dossier, qui peuvent éventuellement aussi appeler les artistes pour poser des questions complémentaires et obtenir des documents complémentaires s'il y a besoin. Et ensuite, on transfère tout ça à des avocats qui sont spécialisés en propriété intellectuelle, qui sont bénévoles et qui seront chargés de délivrer le conseil à l'artiste par téléphone. Parce qu'en fait, donc ça découle de nos obligations déontologiques et on évite tout conseil écrit, on n'a pas le droit, donc on échange les conseils par téléphone. Et dans un dernier temps, si jamais la relation devait se poursuivre entre l'avocat et l'artiste, les artistes peuvent faire une demande de droit de suite qui sort ensuite du cadre du Barreau des Arts. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ça marche assez bien. Les artistes sont assez contents, ils obtiennent les informations qu'ils veulent en général. Et ça a débloqué pas mal de situations. Lucie et moi, on est avocates bénévoles aussi pour le Barreau des Arts. Donc, on a traité plusieurs dossiers et on a constaté qu'il y a une demande, en effet, un besoin et que les artistes étaient assez contents des avocats bénévoles avec qui on pouvait les mettre en relation. Voilà. Et juste peut-être pour compléter, si jamais les conseils qu'on prodigue ne sont pas suffisants, dans le sens où
Parfois, il y a besoin d'aller au-delà d'un conseil oral, puisque comme le disait Chloé, il faut que le conseil soit donné oralement. On ne peut pas rédiger de consultation, on ne peut pas rédiger de contrat. On peut évidemment aider sur les contrats, on peut expliquer les clauses, on peut détailler les problématiques, expliquer aux artistes les points d'attention de différents contrats ou d'une mise en demeure ou autre, tout document, mais on ne va pas rédiger. Et si jamais l'artiste a besoin d'aller au-delà du conseil par téléphone que prodiguent les avocats bénévoles de notre réseau, il peut demander ce qu'on appelle un droit de suite, ce qui ne se fait pas via l'association, ce qui se fait via le barreau de Paris. Mais c'est une demande qui est formulée au barreau des arts et ensuite qui est transmise au barreau de Paris. Et dans ce cas, il va pouvoir continuer, l'artiste, il va pouvoir continuer avec l'avocat qui l'a assisté. Mais du coup, ça sort complètement du cadre du barreau des arts. Nous, on n'intervient plus. Potentiellement, il y a des honoraires qui vont être négociés entre l'avocat et l'artiste. Voilà, tout ça, c'est aussi possible puisque, évidemment, on est bien conscient que parfois, le conseil oral ne suffit pas, même si c'est ce que disait Chloé, souvent les artistes ont des problématiques où juste ils ont besoin en fait d'informations, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin d'être juste au courant de leurs droits et de ce qu'ils peuvent faire. Donc la majorité du temps ça suffit, mais parfois dans les situations les plus conflictuelles notamment ça suffit pas. Et dans ce cas, c'est une possibilité qui s'offre à eux. Voilà. Merci beaucoup Lucie et Chloé pour cette présentation du Barreau des Arts qui est donc partenaire de la Fédération de l'art urbain. Pour continuer cette discussion, je vais laisser la parole à Gilbert qui va donc poser des questions juridiques à nos deux expertes juridiques et donc comme ça on aura un échange. Pour celles et ceux qui nous ont rejoints depuis, vous avez aussi la possibilité de poser vos questions via le chat et donc ces questions seront proposées et communiquées au Barreau des Arts dans un second temps. Merci beaucoup Cécile et merci beaucoup pour la présentation de l'association. Donc la présentation était assez claire et effectivement il est fort possible que les artistes ont des réels besoins sur cette thématique. Entre autres, effectivement il y a d'autres thématiques, mais la thématique du droit est je pense important et je pense que je prêche des convaincus aussi. Après, effectivement, dans votre présentation, vous avez évoqué de nombreux termes qui sont peut-être simples pour vous, mais qui mériteraient éventuellement plus de précision. On est aujourd'hui sur une thématique, donc droit d'auteur, droit à l'image dans l'espace public. Vous avez évoqué de nombreux avocats qui sont spécialisés dans la propriété intellectuelle. Donc, en premier temps, qu'est-ce que la propriété intellectuelle ? Est-ce que celle-ci s'applique également dans l'espace public, donc qui est également l'un de nos sujets aujourd'hui? Et également, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ou clairement quelle est la différence entre un droit à l'image, un droit d'auteur et un droit à l'image? Donc, c'est des nuances qui sont très subtiles, mais je pense que vous allez nous apporter des réponses assez simples à ces questions. Merci Gilbert, c'est une question multiple. N'hésite pas à me redire si j'ai oublié de répondre à certaines des questions. D'abord, qu'est-ce que la propriété intellectuelle? Rien que ça, c'est un très vaste sujet et je pense qu'on peut faire les 40 minutes là-dessus, mais on va éviter. La propriété intellectuelle, en fait, c'est un domaine très très large du droit puisque ça recoupe là ce qui va, je pense, plus nous concerner aujourd'hui, le droit d'auteur, mais ça concerne aussi le droit des marques, le droit des brevets, le droit des dessins et modèles. Enfin, c'est un ensemble de droits qui sont souvent liés à des créations, mais aussi à des innovations plus généralement, notamment quand on parle de brevets. Je ne vais pas détailler ce qu'est le droit des marques, le droit des brevets, le droit des dessins et modèles, etc. Et je pense qu'on reviendra un peu tout à l'heure sur ce qui est vraiment le droit d'auteur, mais ce qu'il faut comprendre, et c'est ce qui lie en fait tous ces différents droits, c'est que les droits de propriété intellectuelle, ils confèrent ce qu'on appelle une exclusivité, donc ils confèrent en fait un monopole aux bénéficiaires. Le but de tout ça, c'est de protéger soit des œuvres, soit des créations. Dans notre cas, et c'est ce qui nous intéresse ce soir, ça va être plutôt des œuvres originales, bref, on y reviendra. Mais ce que permet ces droits, c'est un monopole. Et du coup, le monopole, il autorise l'artiste, enfin, là je prends l'artiste, encore une fois, ça peut être un créateur en général, mais il va permettre à cet artiste d'autoriser ou non d'utiliser son œuvre de l'esprit ou son innovation. Et ça va être souvent moyennant une contrepartie financière. Et il peut aussi évidemment empêcher des tiers d'utiliser ces droits. Donc, c'est
un peu une définition qui est très générale et très rapide, mais je pense qu'il y a beaucoup de questions, donc je vais m'arrêter là. Dites-moi évidemment si vous voulez des précisions sur la propriété intellectuelle en général, mais on va revenir sur le droit d'auteur, je pense, en particulier, puisque c'est quand même ce qui intéressera les artistes principalement. Et ce qui est le droit d'auteur, en fait, c'est le droit sur des créations. Donc, c'est vraiment sur des œuvres de l'esprit qui doivent être originales. C'est une des conditions qui est dans le Code de la propriété intellectuelle. Ah oui, j'aurais peut-être dû préciser que d'ailleurs, tous ces droits de propriété intellectuelle que j'ai mentionnés, ils sont codifiés dans un code que nous, on utilise tous les jours, qui est le Code de la propriété intellectuelle, qui est divisé en sous-chapitres pour parler justement des marques, des droits d'auteur, etc. Bref, le droit d'auteur, donc il est présent, il est codifié dans le CPI, le Code de la propriété intellectuelle, et il va permettre justement d'autoriser, à l'artiste d'avoir un monopole et donc de pouvoir autoriser ou d'interdire des tiers à utiliser, de pouvoir évidemment valoriser sa création financièrement. Donc sans droit d'auteur, en réalité, l'artiste ne peut pas vivre de son œuvre. Puisque sans droit d'auteur, il n'y aura pas de valorisation possible. Donc, il ne pourra pas contractualiser, il ne pourra pas céder ses droits, il n'aura aucune protection possible. Donc, c'est vraiment le fondement un peu du travail de l'artiste. Et je crois qu'après, la question c'était sur le droit à l'image, je crois la définition. Le droit à l'image, ça ne fait pas partie du droit de la propriété intellectuelle, même si, vous l'aurez compris, le droit de la propriété intellectuelle, c'est très, très vaste. Mais le droit à l'image, c'est distinct, en fait, c'est quelque chose de parallèle et c'est quelque chose qui intéresse aussi les artistes et qui est intéressant. Après, ce n'est pas avec le droit à l'image que les artistes vont pouvoir valoriser leur création. Le droit à l'image, c'est plutôt quelque chose que les artistes doivent prendre en compte, puisqu'il y a des droits de tiers qui, eux, ont des droits à l'image qui peuvent être invoqués à l'artiste. Donc, notamment, ça va être le cas, par exemple, des photographes. Et le droit à l'image, il va permettre d'autoriser ou de refuser la reproduction ou la diffusion publique de son image. Donc oui, ça peut être l'artiste, mais bon, ça peut aussi être des tiers dans la rue, puisque ici, on va parler beaucoup d'espace public. Donc ça va être, par exemple, des tiers qui peuvent interdire la diffusion de leur image, quelle qu'elle soit, sur le fondement non plus du Code de la propriété intellectuelle, mais du Code civil, donc qui regroupe un nombre incalculable de problématiques, et notamment l'article 9 du Code civil qui traite de ces questions-là, de droit à la vie privée en général, et la jurisprudence en a fait découler des droits spécifiques, et notamment la question du droit à l'image, sur laquelle je pense qu'on viendra avec vos différentes questions. Voilà. Merci beaucoup pour… J'espère que c'était clair. C'est très clair et ça montre également l'importance justement du champ d'action de l'art et des liens avec le droit. Donc, c'est assez vaste et justement, je pense qu'il est nécessaire de connaître certaines notions avant la production artistique, parce que généralement, les artistes ont subi le droit. Et le mieux, c'est de se préparer à d'éventuelles questions, que ça soit aussi bien pour se protéger, pour se défendre. Et donc, justement, avant la production artistique, que ça soit aussi bien atelier ou espace public, selon vous, quels sont les termes, les définitions, les notions que je dois maîtriser dans la propriété intellectuelle pour pouvoir justement être bien préparé à certaines questions du futur? Alors, du coup, je pense qu'on va se concentrer sur le droit d'auteur pour cette présentation. Ce sera plus simple, ne serait-ce que pour nos réponses. Donc, ce qu'il faut maîtriser, ce qu'il faut savoir et ce qui est très important avec le droit d'auteur, c'est qu'il n'y a aucun dépôt obligatoire à faire. C'est vraiment, le droit naît à partir du moment où la création est formée. Donc, c'est à la fois très simple et à la fois, c'est quand même quelque chose à savoir parce que ça veut dire que contrairement à une marque, par exemple, qu'il faudrait aller déposer, enregistrer auprès d'un office, un artiste a des droits à partir du moment où il a créé une œuvre de l'esprit et qu'elle remplit les conditions de la protection par le droit d'auteur. Les conditions, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir une œuvre qui est originale. L'originalité d'une œuvre, c'est très subjectif. Il y a une définition qui est très pleine de possibles en droit. On dit que ça doit porter l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Donc, en fait, ce qu'on recherche dans l'originalité, c'est quel a été le travail de l'auteur pour concevoir son œuvre.
Et la deuxième condition pour bénéficier des droits d'auteur, c'est d'avoir une œuvre qui est formalisée. Donc, ça veut dire qu'on ne protège pas une simple idée. Et ça, c'est également très important parce que quand on est artiste, on va avoir plein d'idées avec qui on va parler, à propos desquelles on va parler avec des tiers, etc. On n'a pas de droit sur ces idées tant qu'elles ne sont pas formalisées. Donc, lorsqu'on commence son processus créatif, il faut avoir ça à l'esprit pour pouvoir documenter son processus créatif. Et c'est de cette manière qu'on va ensuite pouvoir démontrer que c'est nous qui avons créé cette œuvre à cette date-là et que à partir de ce moment-là, mes droits d'auteur vont découler sur cette œuvre. Donc, il faut documenter son œuvre, il faut pouvoir ne serait-ce que démontrer en quoi elle est originale, par exemple, en quoi qu'est-ce qu'il y a de notre personnalité dans cette œuvre. Ça, il faut pouvoir le démontrer. Après, on peut aussi adhérer à des associations, des sociétés de gestion collective comme la DAGP qui vont en fait être les artistes vont apporter à la société leurs œuvres et en contrepartie, les sociétés de gestion collective vont gérer les œuvres et collecter les droits qui vont pouvoir en découler du fait de l'exploitation des œuvres. Donc, elles vont pouvoir aussi mettre à disposition des adhérents un service juridique, par exemple, qui sera chargé de répondre aux questions des artistes et éventuellement aussi de les défendre si jamais ils ont des difficultés avec un tiers à propos de l'exploitation de leurs œuvres. Je pense que c'est à peu près tout sur la définition des notions. Mais justement, vous avez un peu devancé mes questions, parce que justement, donc, vous faites partie d'une structure qui aide les artistes. Je suppose qu'il en existe plein d'autres, éventuellement des institutions publiques, des institutions privées. Est-ce qu'il y a un moyen de retrouver ou de lister ces partenaires pour les artistes? Un moyen de les lister, alors ça, je pense qu'on aimerait bien que ça existe, mais ce n'est pas le cas. En fait, ça va être plutôt des initiatives de chacun des différents intervenants qui peuvent exister. Je sais que nous, on propose une liste qui n'est pas exhaustive, par exemple, sur le site du Barreau des Arts, mais on ne prétend pas à l'exhaustivité, tout simplement parce qu'en fait, il en existe plein des associations. Les sociétés de gestion collective, par exemple, ne sont pas des associations, mais elles existent, elles sont là pour les artistes, pour leurs adhérents, en fait. Et il en existe plusieurs. La DAGP, c'est un exemple pour les œuvres d'art graphique, c'est assez large, mais par exemple, pour la musique, on connaît très bien la SACEM. Enfin, il en existe plein pour plein de médiums différents. Et après, c'est à chaque artiste et auteur de en fait, faire sa petite recherche et voir laquelle correspond le mieux à ses supports de création. Et ensuite d'y adhérer. Voilà. Et sinon, les associations bénévoles comme le Barreau des Arts, par exemple, il y en existe aussi plusieurs qui n'ont pas du tout toute la même fonction. Et pour le coup, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de recensement officiel de ces associations. Il faut les chercher par soi-même, quoi. Oui, effectivement, on est souvent confronté par ceci avec les artistes et on doit justement aller aux informations et faire notre propre recherche. Et ce qui fonctionne le mieux entre artistes, c'est le bouche à oreille, malheureusement. Ouais. Et comme par exemple, la DAGP est une structure qui n'est pas du tout présentée dans les écoles d'art ou dans les formations d'art, alors que c'est pour moi une structure qui est assez essentielle, ou comme la vôtre, par exemple, ne serait-ce que d'avoir connaissance des structures nous permettrait de mieux nous protéger également. D'avoir Mais des ça, interlocuteurs. c'est quelque chose… Oh, pardon, Non, c'est quelque chose sur lequel justement on travaille aussi en lien avec les différentes écoles d'art, avec le Barreau des Arts, pour justement proposer des sessions de formation à destination des étudiants pour que justement, c'est ce que vous disiez Gilbert, mais que dès la phase d'études, en fait, lorsque les artistes sont étudiants, ils acquièrent déjà le réflexe non seulement d'avoir les informations, donc de savoir justement quelles sont les associations, etc. Et pour nous, notamment, de comprendre quels sont leurs droits, en fait, pour que ça arrive dès la phase d'école et on donne des formations dans différentes écoles
sur ces problématiques-là. Après, c'est vrai que la liste, je pense qu'on y a même réfléchi dans le cadre du barreau des arts, ce que disait Chloé, on propose déjà quelque chose, mais c'est vraiment une ébauche. Et en réalité, ça change aussi pas mal, et notamment en matière d'association, parce que bon, les sociétés de gestion collective, elles existent depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, et elles continueront à exister. Après, les sociétés de gestion collective, c'est seulement pour les adhérents. Donc, il y a plein d'artistes graphiques et autres qui peuvent pas adhérer. Notamment pour SACEM, il y a des obligations d'avoir déjà publié des œuvres, etc. Donc, voilà, ils peuvent ne pas être concernés. Après, pour les associations, ce qui est bien, c'est que c'est très dynamique et qu'il y a énormément d'associations qui se créent. Ce qui est un peu moins bien, c'est que du coup, c'est difficile de les retrouver et qu'elles changent assez souvent, et qu'il y a aussi plein d'initiatives d'artistes, sans l'intervention d'experts extérieurs, mais d'artistes qui se créent justement pour diffuser ce bouche à oreille, pour s'entraider entre artistes, qui est aussi très, très utile pour diffuser les informations. Donc, et Chloé, dans votre intervention, vous avez évoqué justement le fait de protéger une œuvre. Vous avez évoqué une œuvre graphique ou plastique. Cependant, le champ de la création est des fois très vaste. Et justement, vous avez évoqué qu'on ne peut pas protéger une idée. Mais qu'en est-il justement des esquisses, des sketchs de graffiti, même au-delà d'une théorie artistique, d'une terminologie? Est-ce que ceci peut être protégé, par exemple? Alors, les esquisses et les sketchs, oui, en fait, à partir du moment où on peut démontrer que c'est original, on a une œuvre qui est formalisée, même si elle a un stade de débauche. Mais c'est l'ébauche qui sera protégée. C'est du coup pas l'œuvre finale telle qu'elle serait réalisée ensuite sur la base de ces ébauches. Donc, je sais pas, on a vu par exemple l'œuvre de Christo et Jeanne-Claude Oui. à l'Arc de Triomphe a été entièrement financée par des ventes de dessins, en fait, d'esquisses de l'œuvre qui allait être réalisée finalement, à savoir l'emballage de l'Arc de Triomphe. C'est tout financé par ça. Et c'est parce qu'ils ont des droits à la fois ils ont des droits sur ces esquisses-là, ils ont vendu les supports, etc. Donc, il n'y a pas de problème. On peut vraiment protéger des esquisses, des sketchs. Il n'y a pas de limite dès lors que c'est original et formalisé. Par contre, une théorie artistique, à mon avis, plus compliquée, parce que typiquement, le droit d'auteur n'a pas vocation à protéger non seulement les idées, mais les concepts, les théories. Déjà, par exemple, les théories mathématiques, ça n'est pas protégé par le droit d'auteur, c'est écrit dans le code. Et je pense que les théories artistiques, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses aussi, mais pour moi, ça rejoint le champ des choses qui sont complètement exclues du droit du droit d'auteur, en fait. Je suis d'accord, sauf peut-être à condition que du coup la théorie soit totalement formalisée dans un ouvrage. Et dans ce cas, le droit d'auteur peut s'appliquer sur l'ouvrage comme une œuvre littéraire, en fait. Mais sinon, une théorie comme ça, évidemment, non. Et je suis d'accord. Parce que dans le milieu de l'art, justement, il y a beaucoup de créations qui sont difficiles à concevoir ou à percevoir en termes physiques, visuels. On peut penser, par exemple, au Ready-Made de Marcel Duchamp, où ni plus ni moins, il prend un porte-bouteille d'un magasin parisien. On peut avoir tout le champ de l'action de l'art conceptuel. Donc, il y a également des théories qui ne sont pas physiques, en fait. Ouais, mais la théorie, non, par exemple, prenons les ready-made. Certes, il y a un concept au-delà de ça, mais en réalité, c'est l'œuvre en elle-même qui est protégée. Donc, c'est la pissotière, elle est protégée en tant que telle. Oui, c'est par l'acte qu'il a fait de prendre la pissotière et d'en faire une œuvre, en fait. Et au-delà de ça, je pense qu'on n'aura pas le temps clairement de revenir là-dessus, mais pour l'idée de la protection des concepts, c'est pas vraiment concept le mot adéquat, mais de ce genre de théorie. Et par exemple, pour les ready-made, il y a d'autres actions au-delà de la pure propriété intellectuelle qui sont possibles, qui sont fondées là pour le coup sur le Code civil, l'article 1240 du Code civil, où ça va être notamment de la concurrence déloyale et du parasitisme, et ou du parasitisme.
Et là, ça n'exige pas de preuve d'une œuvre originale, ça n'exige pas de preuve d'une œuvre même, et ça va être, mais là, ça devient vraiment complexe, et je pense qu'on n'a pas le temps de tout expliquer, mais ça va pouvoir protéger en quelque sorte, même si protéger, ce n'est pas vraiment le terme, parce qu'il n'y a pas de monopole qui se crée, mais ça va, en fait, c'est un autre levier pour permettre de protéger des concepts potentiellement, mais il faudra prouver une valeur économique, il faudra prouver que la valeur économique, donc elle doit découler des investissements ou de la notoriété, qu'elle a été reprise par un tiers, qu'il y a un préjudice. Bref, on retourne vraiment à l'idée en fait classique en droit civil de faute, et de préjudice et de lien de causalité, etc. Et tout ça, c'est aussi possible. Donc, il y a d'autres actions qui sont envisageables pour ce genre de situation où ça pourrait être un concept où il n'y aurait pas de protection. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Et donc, effectivement, on va s'attacher donc aux œuvres plastiques pérennes et éventuellement dans l'espace public. Justement, à un moment donné, quand il y a on constate une reproduction de ces travaux, ou en tout cas de ces visuels par une tierce personne. Ça peut être aussi bien une personne morale, un artiste, ou même une entreprise sur un autre support, que ce soit publicité, vidéo, merchandising. Quelles sont les actions qu'on doit mener pour nous protéger? Quels sont nos droits par rapport justement à ce qu'on peut appeler de la copie ou du plagiat? Alors, les actions possibles, je pense que déjà, il faut être bien renseigné. C'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais vraiment savoir ce que c'est que la contrefaçon, puisque ce que vous dites, copie, plagiat, en réalité, c'est de la contrefaçon. C'est la seule action qui est possible. Voilà, copie, plagiat, c'est des termes qu'on utilise dans le langage courant, mais l'action immanquable, c'est sur le terrain de la contrefaçon qui est prévue par le Code de la propriété intellectuelle. Donc, bien se renseigner pour savoir tout ça, quels sont ses droits, etc. Et ensuite, parfois, un simple courrier suffit. Donc, un courrier qui est bien rédigé, c'est mieux, évidemment. Si vous pouvez être accompagné, un courrier d'avocat, donc ce qu'on appelle une mise en demeure, souvent, ça marche mieux. Contacter des associations comme le Barreau des Arts, évidemment, pour vous aider à rédiger de telles lettres. Donc, même si ça ne sera pas directement rédigé par nous, mais voilà, vous indiquer quels sont les droits invocables, quels sont les termes à utiliser. Parfois, en fait, le fait juste d'utiliser le vocable adapté à la situation, ça peut un peu, entre guillemets, faire peur. Surtout si à côté, on a, c'est ce que vous disiez, Gilbert, mais si c'est de la publicité, etc., à côté, ils ont des services juridiques, en fait. Donc, si on parle le même langage qu'eux, ça rétablit un peu un équilibre, ça rétablit, voilà, l'artiste va se faire entendre un peu plus que s'il écrit un courrier sur Instagram, s'il écrit un message Instagram en disant « j'ai vu que vous m'avez volé mes œuvres, je ne suis pas d'accord ». Tout comme être, le premier truc à faire. Tout comme être accompagné d'un avocat, souvent, enfin, je ne sais pas si tu as constaté la même chose, Lucie, mais moi, j'ai constaté que parfois, la présence de l'avocat, mais qui va écrire un courrier qu'un artiste averti pourrait écrire, va permettre de rétablir ce rapport de force en montrant que l'artiste est accompagné par un spécialiste et qui va donc avoir la possibilité de faire valoir ses droits correctement et d'être bien conseillé. Donc, ça évite aussi à la personne en face de se dire il n'est pas accompagné, il n'y connaît rien, je vais pouvoir un petit peu abuser de son ignorance. Et donc, voilà, ça rétablit le rapport de force, je trouve. Parce que des fois, il y a des reproductions qui sont complètes, où on intègre justement toute la copie pour soi ou pour son entreprise, mais il y a également dans l'art, on a affaire à du détournement. On a un exemple dans l'art urbain de l'artiste Combo qui avait subi donc, par la France Insoumise, donc le parti politique. Ce parti politique avait détourné les œuvres de Combo. Donc là, par exemple, on rentre dans ce genre d'action avec une mise en demeure, un rapprochement auprès des avocats, et ensuite, c'est un travail d'avocat qui doit se faire en priorité.
Ouais, après, en priorité, je sais pas. C'est sûr que si l'artiste peut aller voir un avocat, bon, par ailleurs, on est avocat, donc en même temps, on va pas dire le contraire, hein. Mais c'est sûr que c'est mieux et je suis d'accord que ça rétablit un équilibre. Après, si l'artiste n'a vraiment pas les moyens, il y a le barreau des arts qui va pouvoir donner des informations au téléphone, etc. Et de toute façon, s'ils n'ont vraiment pas les moyens, envoyer un courrier de leur part, voilà, c'est mieux que rien. Après, pour la situation de Combo, Gilbert vous parlait d'un détournement. En réalité, c'était, enfin, l'action, donc elle a été rejetée par les tribunaux, mais l'action était fondée sur la contrefaçon. Donc en fait, parce que ce qui s'était passé, je pense que la majorité d'entre vous a peut-être entendu parler de ça, c'est comme vous êtes dans le milieu, mais ce qui s'était passé en fait, c'est qu'il y avait une reproduction dans une vidéo, je crois, de La France Insoumise, de l'œuvre de cet artiste. Donc qui avait été reproduite donc évidemment à des fins politiques puisque c'était pour la France Insoumise, c'était pour la campagne, etc. Donc l'œuvre était reproduite dans une vidéo. Donc ça, la reproduction, ce que du coup Gilbert vous appelez détournement, c'est de la contrefaçon puisque, et c'est vrai que j'aurais peut-être dû le dire lorsque vous m'avez demandé au tout début c'est quoi la propriété intellectuelle, c'est quoi le droit d'auteur. Dans le droit d'auteur, il y a deux droits distincts, enfin deux sous-branches en fait du droit d'auteur. Il y a les droits patrimoniaux et deux, les droits moraux. Et là, la reproduction en question, ça serait sur le fondement des droits patrimoniaux. Après, dans cette affaire-là, il y avait aussi une question de droit moral. Alors, le droit moral, juste en vraiment 2 secondes, mais c'est le lien, en fait, vraiment entre l'artiste et son œuvre. Donc, ça va être le droit de paternité. Donc, ça veut dire le droit d'avoir son nom qui est reproduit sur son œuvre, si on veut rester anonyme, de ne pas avoir son nom, d'avoir un pseudonyme comme Romain Gary, par exemple, en littérature, qui est, je pense, l'exemple le plus connu. Ça va être le droit d'avoir son œuvre qui reste intègre, donc à l'intégrité de son œuvre. Donc ça veut dire on peut empêcher quiconque, je ne sais pas si je suis photographe, je peux empêcher quiconque de couper ma photographie. Si elle est en noir et blanc, je peux empêcher les retouches pour qu'elle vienne en couleur. Voilà, c'est tout ce genre de choses qui seraient de l'atteinte à l'intégrité de l'œuvre. Et là, en l'occurrence, dans cette affaire, était invoqué notamment le droit à la paternité, puisque l'œuvre avait été reproduite sans que le nom de l'artiste soit indiqué. Et je crois même, j'ai lu la décision, je crois même qu'en fait, le nom de l'artiste Combo avait été modifié avant la procédure par un tiers, Styx, j'ai vu que, voilà. Donc, en fait, était reproduit dans la vidéo l'œuvre en question avec le nom d'un autre artiste. Donc, c'est une question de droit de paternité. Toutefois, le tribunal, ici, il a considéré que, et c'est là où, pour vous, je pense que les artistes d'art urbain qui nous regardent, c'est intéressant parce que il a été un peu dur, le tribunal, avec le droit urbain, le street art, puisqu'il a considéré que le fait que ce soit une œuvre qui était dans la rue, c'est un peu normal que le droit... Enfin, disons qu'il y a eu... Il était un peu plus gentil avec les atteintes qui pouvaient être faites au droit de paternité. Et du coup, là, l'intégralité des demandes sont rejetées à la fois sur le fondement du droit à la paternité et sur le fondement de l'intégrité de l'œuvre. L'artiste disait notamment que le fait que c'était politique, il ne voulait pas que son œuvre soit associée à ce courant, etc. Et le tribunal, il n'a pas du tout donné droit à ça. Il a dit qu'il voilà, n'y avait pas d'atteinte à l'intégrité de l'œuvre par la reproduction de sa Marianne asiatique dans une vidéo de la France Insoumise. Mais ce qui est intéressant de retenir pour vous, puisqu'après, ce qui serait intéressant, c'est évidemment de regarder les pièces, etc., pour vraiment comprendre pourquoi est-ce que la décision a été dans ce sens, de lire les conclusions, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que oui, effectivement, là, c'était sur le terrain du droit moral, et c'est pertinent du coup pour les artistes de bien comprendre qu'au-delà des droits patrimoniaux qui permettent de valoriser leurs œuvres, c'est tout ce dont on parlait au début, il y a des droits moraux qui, eux, ne peuvent jamais être cédés. Donc, eux, ils sont vraiment toujours attachés aux œuvres, attachés à artistes. Et même si les œuvres, non pas attachés aux œuvres, pardon, attachés à artistes, et même si les œuvres sont cédées, l'artiste, il conserve toujours son droit moral. Donc, si vous cédez votre œuvre, j'en sais rien, pour de la publicité, si votre droit moral, que ce soit paternité, intégrité, etc., n'est pas respecté, vous pouvez toujours agir sur le fondement de l'atteinte à votre droit moral.
Et ça, je pense que c'est un peu ça ce qu'il faut retenir de la décision, même si là, en l'occurrence, l'atteinte n'a pas été retenue. Donc, un artiste ne peut jamais céder son droit moral sur l'œuvre. Non. Ok, très bien. Et justement, on parlait de signatures de Congo qui avaient été effacées et détournées également. Est-ce que juridiquement, il y a une valeur, plus de valeur à une œuvre signée plutôt qu'une œuvre non signée? Parce que généralement, il y a ce discours chez les artistes aussi où on ne signe pas forcément nos œuvres. Donc, est-ce que juridiquement, imposer une signature de l'artiste sur une œuvre protège plus l'œuvre? Vous pouvez dire, par exemple, des partenaires qui… Je ne comprends pas. Quelqu'un qui… Par exemple, je vais faire un graffiti dans la rue. Donc, si cette œuvre est signée de mon nom d'artiste, est-ce qu'elle a plus de façon de recevoir du droit et d'être protégée que si je ne mets pas mon nom? En principe, non. Quoi qu'il arrive, si on peut démontrer la paternité, si on peut démontrer que c'est bien soi qui a créé l'œuvre, il n'y a pas de… C'est l'artiste qui décide si oui ou non il va poser son nom sur l'œuvre. Ça fait partie du droit moral, d'ailleurs. Voilà. C'est ce que je disais, de refuser aussi que son nom soit divulgué. Donc, l'artiste, il peut parfaitement décider de rester anonyme. C'est un droit qu'il a aussi. Banksy, c'est un artiste anonyme. Personne ne sait qui c'est. Pour autant, on n'a pas le droit de lui dénier des droits parce qu'on ne peut pas physiquement l'identifier. Donc, il n'a pas besoin d'aller écrire son nom sous son œuvre pour dire que c'est son œuvre. En revanche, il faut qu'il soit capable de prouver que c'est effectivement son œuvre, parce que sinon, n'importe qui pourrait dire c'est pas signé, c'est moi qui l'ai fait, quoi. Vos réponses sont importantes et je pense qu'elles vont répondre à de nombreuses questions chez les artistes. Il y a toujours cette question de signature ou non, et dans l'espace public, d'autant plus, généralement, on œuvre de façon anonyme. Donc, oui, on a tout intérêt. Donc, voilà. Et justement, également, dans la production des artistes, il y a de nombreux artistes qui se servent également d'images collectives comme des logos ou des visuels d'entreprise. Donc, on connaît tous à la fédération, et je pense que dans le milieu de l'art urbain, Zeus, où il a repris les visuels de McDonald's, de Chanel, donc des logos de grandes marques pour en faire des œuvres. Est-ce que de son côté, donc, quels sont les risques d'emprunter des logos d'une autre marque? Alors, du coup, là, pour le coup, les logos dont on parle, ce sont des marques. Donc, on est dans un autre droit de la propriété intellectuelle qui n'est plus le droit d'auteur, qui n'est pas exclusivement le droit d'auteur. Parce qu'on estime qu'un logo peut être protégé soit à titre de marque s'il est déposé, enregistré, etc., soit à titre de droit d'auteur s'il est original. Donc, une fois qu'on a rapporté la preuve de l'originalité, etc., en principe, comme n'importe quel artiste ou comme n'importe quel titulaire de droit, on peut interdire à un tiers d'utiliser ces logos, quoi. Donc là, l'idée, elle est un peu la même à l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'artiste qui utilise une œuvre protégée par le droit d'un tiers sans son autorisation. Donc, en principe, c'est interdit sans autorisation expresse du titulaire des droits. Après, pour une œuvre d'art, on va pouvoir éventuellement faire valoir des exceptions justement au droit d'auteur ou au droit des marques, mais pour lesquelles il faut remplir des conditions qui sont assez strictes. Et donc, par exemple, ça peut être l'œuvre de parodie, si on remplit les conditions. On peut aussi faire valoir l'exception du droit à l'information, mais le droit à l'information, c'est une exception qui est extrêmement stricte, qui doit s'inscrire qui doit parler d'un fait d'actualité, qui doit intéresser un public. Donc, on ne peut pas simplement en faisant une œuvre d'art, par exemple, dire qu'on informe le public d'un sujet d'actualité. Donc ça, c'est par exemple ça serait difficile de la faire valoir avec succès. Je crois que dans l'affaire Combo, ils avaient fait valoir l'exception de courte citation. Donc, l'exception de courte citation, c'est de dire j'utilise l'œuvre, mais d'une manière suffisamment courte normalement, c'est plutôt pour du texte et pas trop pour des images. Là, pour l'affaire Combo, ça avait été utilisé pour une image. Et donc, c'est de dire qu'on utilise
de manière courte une citation de l'œuvre, mais elle doit servir un propos. Le propos contient dans le discours global. Donc, ça veut dire que ce n'est pas uniquement une reprise courte d'une œuvre. Il faut quand même qu'il y ait un propos global, que ça vienne illustrer, en fait. Donc, on peut faire ça, et puis on doit savoir qu'on prend un risque en utilisant les logos d'un tiers, mais qu'éventuellement, on pourra faire valoir des exceptions pour se dédouaner de sa responsabilité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on a utilisé le logo d'un tiers que nous-mêmes, on n'a pas créé une nouvelle œuvre. Donc là, on parle, nous, d'œuvres composites ou d'œuvres dérivées. C'est en réalité une nouvelle œuvre créée à partir d'une œuvre qui existait déjà. Donc, ça ne prive pas l'auteur de la première œuvre de ses droits, mais l'auteur de l'œuvre nouvelle a aussi des droits sur l'œuvre qu'il aura créée si elle est originale et si elle est bien formalisée. Ok, merci beaucoup. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de pratiques individuelles et de droits individuels. Et justement, la création, des fois, elle est multiple ou à plusieurs mains. Et justement, dans ce cas de figure, en cas de production artistique en duo ou en collectif, quels sont mes droits face à ces travaux? Est-ce que les droits sont partagés? Est-ce qu'il y a un 50% qui s'applique? Ou voilà, comment s'applique le droit face à une production multiple? Alors, cette question, elle est intéressante parce qu'en fait, c'est un régime spécifique qui s'applique pour les œuvres qui sont créées à plusieurs. Enfin, en fait, il y a même deux régimes distincts qu'on peut distinguer, mais je pense que la question, là, c'est plutôt des œuvres de collaboration, mais en gros, il peut y avoir soit des œuvres collectives, soit des œuvres de collaboration. Les œuvres collectives, elles sont à l'initiative souvent d'une personne morale ou d'une personne physique. Qui va contrôler, qui va donner des initiatives, qui est vraiment là à tous les stades de la création. La personne morale ou la personne physique va demander des modifications, par exemple, va contrôler, et par ailleurs, l'œuvre finale, elle sera divulguée sous son nom. Donc ça, je pense que ça ne s'applique pas trop à l'art urbain, bien que si, en fait, il pourrait y avoir potentiellement une personne morale j'en sais rien, supposons que la RATP, bien que ça m'étonnerait, puisque je crois que la RATP est plutôt contre, contre tous les artistes urbains, mais à supposer que la RATP décide de créer une œuvre pour un de ses métros, elle va faire appel à différents artistes, elle va avoir une vision très très précise de ce qu'elle veut, et là, ça pourrait être considéré comme une œuvre collective si elle dit, voilà, je veux ça ici, il faut que ce soit de cette couleur-là, toi tu fais ça, toi tu fais ça, voilà, que les artistes ils font des ébauches, que la RATP elle recorrige, elle dit non, je veux pas ça comme ça, je veux pas ça comme ça, et que l'œuvre est signée RATP, ça sera une œuvre collective. Donc dans ce cas-là, les droits sont détenus par la RATP, les droits d'auteur sont détenus par la RATP. En revanche, et je pense que c'est plutôt ce cas-là que vous mentionnez, Gilbert, si c'est plusieurs artistes qui collaborent plus ou moins sur un pied d'égalité, même si ça n'a pas besoin d'être une égalité stricte, tout le monde est sur la même longueur d'onde, etc. Mais si c'est une collaboration entre artistes, ça sera considéré comme, c'est ce qu'on appelle, nous, des œuvres de collaboration. Et dans ce cas-là, les droits d'auteur seront partagés. Après, il faudra évidemment prouver que chacun des personnes qui participent à l'œuvre participe effectivement. Donc, par exemple, si c'est un support seulement technique, a priori, le technicien ne sera pas nécessairement considéré comme auteur. Donc, tout ça, c'est des questions assez subtiles et c'est vraiment du cas par cas. Donc, ça doit être considéré à chaque fois. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de 50-50 comme ce que vous disiez nécessairement. En fait, il faut un contrat. Et vraiment, dans ces cas-là, plus que jamais peut-être, il faut vraiment un contrat, même si les artistes avec lesquels on travaille, ce sont nos amis, même si on se dit que non, ça va aller. Quand on travaille avec d'autres artistes, c'est très important de contractualiser tout ça, justement pour prévoir la répartition des droits. Donc, même si on est tous à égalité, c'est possible qu'il y ait des pourcentages qui soient différents selon ce qui est choisi par les parties. Le contrat, c'est la loi des parties. Donc, les parties peuvent, sous réserve des dispositions impératives, des lois de police, etc., mais les parties en général peuvent choisir la répartition de leurs droits. Ça va être très important, notamment parce que le contrat va prévoir les difficultés en cas
de difficultés, c'est un peu redondant, mais va prévoir ce qui se passe, comment on peut résilier les contrats, par exemple, s'il y a des difficultés qui se posent entre les artistes, comment on va sortir des difficultés également, s'il y a des médiations possibles, quels sont les tribunaux qui devront être saisis, etc. Donc, en fait, le contrat va vraiment régir tout ça. Et après, un contrat, c'est pas nécessairement... Si vous décidez de créer une œuvre à 3 et que vous n'avez pas envie de faire appel à un avocat, ce que je vous conseille de faire, évidemment, puisque un contrat bien rédigé, ça vous protège et du coup, ça évite les difficultés dans l'avenir. Mais bon, supposons, rien que de mettre par écrit et de signer chacun quels sont les pourcentages de droits, qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Est-ce que, par exemple, l'un d'entre vous est responsable de faire les déclarations auprès des sociétés de gestion collective, donc de la DAGP, par exemple, tout ça. Comment est-ce que vous voulez nommer l'œuvre, quels sont les crédits qui doivent être prévus, tout ça, que ce soit bien prévu entre les différents intervenants, c'est très important, puisque là, la loi ne dit pas en fait, enfin, c'est vraiment contractuel tout ça. La loi prévoit évidemment les œuvres de collaboration, mais c'est mieux de préciser en fait. Et donc, par conséquent, vos conseils s'appliquent également en cas d'appui technique, que ce soit, par exemple, si on travaille avec un photographe ou un vidéaste qui suit notre œuvre, notre création également. Ouais, alors ça dépend. En fait, si c'est par exemple, si c'est une performance, vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple, vous allez créer une œuvre dans la rue et que ça fait partie d'une performance et que le vidéaste va aussi filmer tout ça et que c'est l'ensemble qui est protégé, l'ensemble pourrait être considéré comme une œuvre de collaboration. Après, si c'est le photographe ou le vidéaste, juste il prend la vidéo de ce qui s'est passé, lui, il va pouvoir avoir des droits d'auteur sur son œuvre. Donc, sur ses photos, sur sa vidéo, il va pouvoir y avoir des droits d'auteur, à condition, comme ce que disait Claude tout à l'heure, mais que l'œuvre soit originale, par l'empreinte de la personnalité, etc. Et c'est des critères, mais ça va pouvoir être protégé au titre du droit d'auteur. Donc, ils vont avoir des droits là-dessus. Et vous allez avoir des droits sur la création que vous avez faite, sur le mur, dans l'espace public, etc. Donc, ça peut être deux droits distincts. L'œuvre de collaboration, c'est vraiment la collaboration de plusieurs artistes à une œuvre. Une seule œuvre, quoi, en réalité. Donc voilà, soit il y a deux droits distincts, et dans ce cas, il faut bien prévoir, donc notamment avec, par exemple, si vous avez un photographe ou un vidéaste qui vous suit, je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que ça serait plutôt des œuvres distinctes et que chacun aurait des droits d'auteur sur ses œuvres. Et dans ce cas, il faut... Et franchement, je ne suis même pas sûre que aujourd'hui, il y a une vraie question qui se pose sur l'originalité des photographies et des vidéos qui peuvent être faites lorsque la personne qui intervient ne fait aucun travail de mise en scène, de retouche, ce genre de choses. Si on fait des photos qui sont uniquement des photos prises sur le fait d'actualité dans un contexte d'urgence, par exemple, ou un peu en mode paparazzi, je fais des rafales et voilà, je prendrai une des photos parmi la rafale. Ça, aujourd'hui, les tribunaux, ils sont assez sévères sur ce type d'œuvre et ils considèrent que ce n'est pas original parce que l'auteur de la photo, le photographe, n'a pas fait un travail original, en fait. Donc, même là-dessus, on pourrait considérer que seule l'œuvre qui est réalisée par le performeur, par exemple, est protégée et que le travail du photographe est simplement un travail d'information qui a été fait pour rendre compte de la performance. Je suis d'accord. Après, bon, c'est pas systématique et là, c'est vraiment du cas par cas parce qu'il y a des artistes, il y a des photographes, évidemment, leur travail, c'est de faire ça et là, ils vont pouvoir prouver l'empreinte de la personnalité en prouvant justement que c'est sur le vif, que c'est machin. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Mais ce qui est important là, c'est que si vous avez un photographe qui vous suit et vous pouvez partir du principe, je pense que l'œuvre est originale, même si ça se trouve, elle ne l'est pas. Et juste la bonne pratique, c'est quand même, si vous voulez pouvoir utiliser les photographies qui ont été réalisées de vos œuvres, c'est quand même d'obtenir d'une manière ou d'une autre son autorisation. Après, ça sera pas nécessairement financier, etc. Hein, ça dépend de ce qui est prévu, mais c'est toujours mieux de le prévoir parce qu'il peut se passer des situations dans lesquelles le photographe refuserait, et je crois que ça s'est d'ailleurs déjà passé, le photographe pourrait refuser
que vous utilisiez ces photographies pour représenter votre travail. Donc, puisque potentiellement, il y a des droits d'auteur qui portent sur ces photographies-là, distinctement de vos œuvres que vous avez créées dans l'espace public. Merci beaucoup. J'aurais éventuellement 2 dernières questions. Je pense qu'on est assez proche du timing, donc on va essayer de répondre assez rapidement et puis je vais essayer de les annoncer assez rapidement. Donc, il n'y a pas longtemps, donc, dans l'espace public, on a eu l'œuvre de Christo et Jeanne-Claude, donc, qui a fait beaucoup de bruit dans les médias. Et justement, c'est une œuvre de Christo et Jeanne-Claude. Donc, la Fondation et les institutions majoritairement ont respecté le droit de citation des 2 noms, mais on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure des publications des médias, le nom de Jeanne-Claude disparaissait. Donc, c'est une invisibilisation d'une artiste. Donc, en plus, actuellement, c'est assez primordial. Donc, Jeanne-Claude a complètement disparu dans les crédits et dans les citations. Donc, justement, à un moment donné, quel est le droit du crédit et le droit de citation par rapport à des œuvres, Alors, en fait, on a déjà un peu abordé ces questions parce que le droit du crédit, ce qu'on appelle crédit, c'est en réalité le droit à la paternité. C'est le droit d'avoir son nom en tant qu'auteur mentionné comme auteur de l'œuvre qu'on veut reproduire. Et le droit de citation, c'est le droit du coup de citer l'auteur de l'œuvre comme étant auteur de l'œuvre dans un discours plus large sans forcément lui demander son autorisation. Mais l'une des conditions pour avoir le droit, pour bénéficier du droit de citation, c'est de citer l'auteur de l'œuvre. Donc, quoi qu'il arrive, il faut que l'auteur de l'œuvre soit mentionné. Et la problématique de l'Arc de Triomphe par Christo et Jeanne-Claude, c'est une problématique qui est énorme parce qu'en réalité, à chaque fois qu'on a mentionné uniquement Christo comme auteur de l'œuvre, on a fait une atteinte à la paternité de Jeanne-Claude, à la maternité même, on devrait en parler comme ça parce que ça fait partie des problématiques un peu d'effacement des femmes dans l'art en France ou un peu partout. Donc, en réalité, c'était à chaque fois une atteinte à son droit moral sur l'œuvre parce que cette œuvre, elle a été réalisée en collaboration par Christo et Jeanne-Claude et c'est quelque chose contre lequel les artistes, et donc en fait, comme on est dans une dimension de droit moral, il faut savoir que le droit moral, sa petite particularité, c'est qu'il est imprescriptible et il est transmissible aux héritiers. Donc ça veut dire que même si Christo et Jeanne-Claude aujourd'hui sont décédés, les héritiers de Christo et Jeanne-Claude peuvent faire valoir leur droit à la paternité sur leur œuvre. Donc si quelqu'un mentionne l'œuvre en ne visant que Christo, les héritiers, ou il me semble que du coup c'est la fondation qui doit être titulaire des droits, peut faire valoir le droit à la paternité des auteurs de l'œuvre et demander une indemnisation pour le préjudice subi et surtout le rétablissement de la paternité sur l'œuvre des bons auteurs, quoi. Et c'est dommage que ça ne soit pas fait en temps réel, parce que là, pour le coup, en plus, les auteurs et autrices étaient très identifiés. Et voilà, nous, on a trouvé assez dommage, justement, dans la représentation de l'espace public, qu'il y a un nom en particulier qui soit mis en avant sur une œuvre, un duo, en fait. Donc, surtout pour des artistes aussi connus, quoi. Oui. Et même dans les grands médias, il me semble que c'est un article papier du Monde. Et il me semble que justement, en plus, les pigistes peuvent être payés à la ligne ou au mot. Puis, dans tous les cas, le respect du droit n'est pas là du tout. Donc, pour les 2 personnes, donc, on a trouvé ça très dommage que ça soit pas, que les 2 ne soient pas mentionnés. Donc, voilà pourquoi on parlait du crédit, droit de citation. Donc, merci pour cette précision. Et juste une dernière question, je pense, qui nous intéresse tous en tant qu'artistes dans l'espace public. On est confronté souvent à ceci où on nous demande de supprimer nos photos qu'on vient de réaliser. Donc, ça peut être soit par des personnes, des passants lambda, ou alors justement par les forces de l'ordre. Donc, justement, quand on prend une photo dans l'espace public, est-ce que quelqu'un ou une institution peut nous demander de supprimer ces photos? Vous voulez dire en tant que photographe? Est-ce qu'une personne peut demander à un photographe de supprimer sa photo, par exemple, sur un réseau social ou...
Non, par exemple, un graffeur qui fait un graffiti réalise son œuvre, prend en photo son œuvre, la police intervient, la police demande la suppression de ses photos. La suppression des photos, du coup, en direct, quoi. En gros, la Oui, police arrive et dit OK. oui. Parce que du coup, je pensais que la question, c'était plutôt une question de droit à l'image avec des passants. Si par exemple, vous prenez une photo de votre œuvre et qu'il y a des passants qui passent, potentiellement, et c'est un peu ce dont on parlait au début sur le droit à l'image, potentiellement, les passants, ils peuvent vous demander de supprimer la photo, puisqu'ils considèrent que leur droit à l'image sur le fondement de l'article 9 n'a pas été respecté. Après, est-ce que les forces de l'ordre peuvent vous demander de supprimer la En fait, photo? pour moi, c'est une problématique de on n'a pas le droit normalement enfin, c'est un acte de dégradation de biens publics Ouais. de faire un tag sur un mur dans la rue où on n'aurait pas l'autorisation de le faire. Donc, en gros, c'est faire une photo en plein acte répréhensible, on va dire, avec une intervention de la police qui peut sanctionner, enfin, c'est un comportement qui peut être sanctionné pénalement. Donc, Lucie et moi, on n'est pas spécialistes du droit pénal, mais normalement, dans les sanctions qui sont prévues par le droit pénal sur la dégradation de biens publics, etc., il n'est pas prévu qu'on puisse vous interdire de prendre des photos de votre comportement, entre guillemets, répréhensible. Oui. Mais Oui, cela dit, je pense que la police, dans un contexte comme celui-ci, elle peut tout à fait faire pression par… Oui, justement, moi, je pense que c'est un cas de figure qui intervient beaucoup dans l'espace public. J'ai été moi-même confronté à ceci. Et effectivement, dans le cadre pénal, c'est l'acte qui est répréhensible, mais pas l'action de prendre en photo. Donc, théoriquement, j'ai plus l'article, mais par expérience, les policiers Ils n'ont pas le n'ont pas droit. le Ils en droit de profitent un peu, supprimer. quoi. Voilà. Et en fin de compte, généralement, c'est pour rendre invisible le travail, parce qu'il suffit qu'un graffeur a travaillé 3 heures sur une pièce dans l'espace public. Les policiers attendent la fin du graffiti pour justement intercepter le graffeur au moment de la photo, et en fin de compte, ils suppriment la photo et puis il y a amende de dégradation, et en fin de compte, le graffeur a travaillé 3 heures pour rien. Ouais. C'est un moyen de pression également, mais théoriquement, donc, il y a interdiction de faire supprimer des photos. Oui, je pense qu'ils n'ont pas le droit de Ouais, je vois demander la pas. suppression. Effectivement, ils peuvent faire supprimer l'œuvre puisque c'est une dégradation et donc c'est prévu pénalement comme une infraction. Mais je vois pas la photo en fait. Donc voilà, donc c'était à peu près les questions que j'avais envie de partager avec vous. Donc il y a eu beaucoup d'éclaircissements, et puis de toute façon, je pense qu'il y en a d'autres, on en a plein d'autres également. Et je pense que vous avez plein d'autres réponses à apporter. On est tenu par le temps. Donc je pense que je vais redonner la parole à Cécile. Merci beaucoup pour ces échanges à la fois très concrets sur des exemples et aussi très théoriques parce que l'histoire du droit, c'est pas écrit en une seule fois. Et donc voilà, cette distinction droit moral, droit patrimonial, etc. Voilà, ça peut être un peu abstrait, mais en même temps, c'est très important, comme vous l'aviez dit, de le maîtriser, notamment pour protéger son travail artistique. Donc merci pour toutes ces clarifications. Donc, je ne sais pas, Lucie, si vous avez encore un petit peu de temps, parce qu'on a quelques questions. Donc, voilà, vous me direz si vous devez nous quitter, vraiment là-dessus. Merci, si besoin, je passe. Ça marche. Donc, j'avais une question de Jean Faucheur sur la notion de paysage. Autrement dit, dans quelle mesure le droit du paysage, récemment redéfini, intervient-il dans le champ juridique de l'art urbain? Qu'est-ce que c'est le droit du paysage? Est-ce que c'est le droit de faire des photos du coup d'un paysage, donc qui pourrait être à la fois un paysage naturel ou un paysage urbain, c'est ça? Ça pourrait être ça? Est-ce que Jean, tu veux compléter ta question? Alors en fait, c'était lié au fait que, bon, par exemple, quand on prend une photo, il y a des tas de choses. Tout à L'architecture fait. intervient dans une photo. Est-ce qu'on doit payer des droits à l'architecte, par exemple? Et il y Ouais. avait, je sais qu'il y a eu ce genre de trucs. Je crois que c'est quelque chose, une législation européenne Oui, qui s'est faite là-dessus, je crois.
Alors, ouais, en principe, donc l'architecte, il a aussi des droits d'auteur sur son œuvre. L'architecture fait partie du droit d'auteur dès lors que l'œuvre architecturale est originale. Donc, normalement, quand on fait une photo d'une œuvre architecturale, on est censé demander l'autorisation de l'architecte, plus citer son nom, plus s'il veut monétiser la reproduction de l'image, éventuellement payer quelque chose, etc. Mais en fait, depuis récemment, il y a une nouvelle exception qui est rentrée dans le code qui s'appelle l'exception du droit de panorama et qui permet de reproduire justement des œuvres architecturales sans forcément demander l'autorisation. Mais alors, je ne sais pas si tu as plus à l'esprit que moi les conditions de l'exception de panorama, Lucie, mais je ne les ai pas tout à fait en tête. Non, je sais qu'il y a l'architecture et les sculptures qui sont concernées. J'avoue, je n'ai plus en tête non plus les conditions spécifiques pour En fait, il me que semble cette exception puisse s'appliquer. qu'il ne faut pas que l'œuvre soit centrée sur... Il ne faut pas que l'œuvre architecturale soit le centre de la reproduction, l'œuvre architecturale ou sculpturale d'ailleurs. Donc, il faut qu'elle soit, en fait, qu'elle s'inscrive dans le panorama, l'œuvre plus globale qu'on veut faire. Si on fait un focus, si on fait une œuvre qui représente l'œuvre architecturale, là, il me semble que l'exception de panorama ne s'applique pas. Et par ailleurs, elles doivent être dans l'espace public. Donc, exactement. Donc, une sculpture dans un musée, on ne peut pas faire valoir l'exception de panorama. Merci. Alors, j'ai une autre question de Jean également. Est-ce que si je fais paraître une image sur Facebook, par exemple, cela crée-t-il de facto une antériorité de l'œuvre? Est-ce que si je reproduis mon image sur Facebook ? Si je fais paraître une image sur Facebook, si je publie une œuvre sur Facebook, est-ce que cela crée une antériorité de l'œuvre? L'antériorité, elle est créée, c'est ce que Chloé expliquait tout à l'heure, en fait, les droits d'auteur naissent du fait même de la création. Donc, du coup, si vous créez, je ne sais pas s'il parle, ou peut-être qu'il peut prendre la parole, je ne sais pas si... Non, mais par exemple, on parlait de l'antériorité de l'œuvre, c'est-à-dire, admettons, je crée une œuvre, qu'est-ce qui va définir le premier temps de l'arrivée de cette œuvre, je dirais, dans l'espace en général, je ne parle pas de l'espace public. C'est-à-dire, En fait, je crois qu'il y a deux sujets un peu dans la question. Il y a un, la naissance des droits, et deux, la preuve de l'antériorité. Parce que la naissance des droits, c'est juste le fait de créer l'œuvre. Donc, si on parle d'un urbain, un tag, une fois le tag réalisé, l'œuvre est créée. Donc là, il n'y a rien d'autre à faire. Et du coup, votre antériorité, par rapport, parce que souvent une antériorité, ça s'étudie par rapport à une autre œuvre, et notamment dans des cas de contrefaçon, votre antériorité, elle naît de cette œuvre, de cette création. En revanche, là où il va y avoir un sujet, ça va être de pouvoir prouver l'antériorité. Et du coup, ça, comment est-ce que vous prouvez l'antériorité? Le fait d'avoir publié sur Facebook, oui, ça va être un élément de preuve que vous pourrez apporter au débat pour prouver, mais vous pouvez juste prouver que vous avez pris une photographie en montrant la date à laquelle a été prise la photographie, sans même avoir à prouver qu'elle a été publiée, parce qu'en fait, votre œuvre, si elle est dans l'espace public, je prends cet exemple-là, non seulement les droits naissent du fait même de la création, mais en plus, vous avez divulgué, en fait, en la laissant dans l'espace public, vous avez divulgué votre œuvre au public. Donc, du coup, la question de la divulgation, il n'y a plus de sujet, et la question des droits, il n'y a plus de sujet. Donc, ça va être vraiment des questions de preuve. Après, il y a plein de manières de prouver une antériorité. Ça se prouve par tout moyen. Donc, ça peut vraiment être, ce que je vous disais, une photographie, où effectivement, si vous l'avez publiée sur un réseau social, mais ça peut être... il y a par exemple ce qu'on appelle des enveloppes solo. Bon, là, c'est moins du coup dans l'espace public, mais c'est prévu par l'Office, l'INPI, qui est l'Office français de la propriété intellectuelle. Il prévoit un système d'envoi de l'œuvre à l'INPI. On peut aussi s'envoyer son œuvre à soi-même. Donc là, c'est vraiment plus, si on parle de photos ou de création, si c'est sur un mur, c'est sûr que c'est plus difficile, mais vous pouvez vous envoyer votre propre photo de votre création pour prouver. Donc, en fait, c'est vraiment, la preuve, c'est par tout moyen, mais l'antériorité, et c'est ça, je pense, qui est fondamental, elle naît par la création de l'œuvre. Donc, si quelqu'un d'autre crée une copie ou ce que vous considérez
être une copie de votre œuvre, vous pourrez prouver votre antériorité par plein de moyens différents, notamment, oui, si vous avez une photo de cette œuvre. Et donc, même si vous n'avez pas divulgué, en fait, la divulgation, c'est un acte qui, en fait, va permettre plus facilement de prouver son antériorité parce que, bien évidemment, ça sera moins critiquable que si c'est vous qui rapportez des photos que vous avez faites chez vous et que vous n'avez jamais divulguées. Mais pour autant, c'est quand même un moyen de preuve on peut aussi prouver par plein de petits indices concordants. Donc, on peut rapporter la preuve de photos qui sont datées, puis aussi rajouter des attestations de témoins qui seraient passés par là ou un acheteur qui aurait acheté cette œuvre pour son compte et qui l'aurait gardée chez lui, par exemple. Tout ça, ça peut être un ensemble d'indices concordants qui vont pouvoir permettre de dater l'œuvre et donc, indépendamment de la divulgation, pouvoir bénéficier des droits qui y sont attachés. J'ai une autre question. Pourriez-vous aborder le sujet du droit à l'image dans le cadre des photos de rue? Autrement dit, quelles sont les démarches à suivre et les conseils quand on aborde cette question du droit à l'image, quand on prend une photo de rue? Alors, le droit à l'image, la petite particularité, c'est que chaque personne dispose du droit sur son image dès lors qu'il est identifiable. Donc, quand on fait une photo de rue, on peut avoir tout un tas de passants. Si on en a plusieurs qui sont identifiables, la théorie voudrait qu'on demande l'autorisation et qu'on fasse signer un papier à chacune de ces personnes. Après, il faut quand même savoir que lorsqu'on va diffuser sa photo, ces personnes qui sont représentées, elles n'auront peut-être jamais connaissance qu'elles sont représentées sur cette photo et elles n'auront peut-être jamais la possibilité de faire valoir leur droit à l'image. Mais normalement, dans une photo de rue, dès lors que la personne est identifiable, on devrait lui demander son autorisation et donc lui faire signer un droit d'autorisation lui permettant de reproduire son image. Et peu importe qu'on soit dans la rue ou dans un espace privé. Il n'y a pas d'exception particulière selon l'espace disponible. Mais ça, quand même, très concrètement, c'est assez peu appliqué. C'est très difficile à réaliser. C'est très difficile à réaliser et ce qui se passe en pratique, c'est beaucoup plus facile à réaliser si vous êtes photographe, que vous faites des portraits, que vous invitez des gens dans votre atelier pour faire des photos de ces personnes. Donc, dans ce cas-là, il faut impérativement faire signer une autorisation de reproduction de l'image. Lorsqu'on fait une photo de rue, en pratique, c'est très compliqué à réaliser. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas demander l'autorisation, à moins que ce soit quelqu'un qu'on connaisse ou, par exemple, quand on fait des shootings photos ou des tournages vidéo, etc., on va avoir des figurants à qui on peut faire signer ces autorisations. Mais encore une fois, si c'est vraiment pris à la volée, on ne va pas réellement pouvoir faire signer ces autorisations. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on pourra éventuellement rétablir la situation a posteriori. Donc, on fait la photo, on ne demande pas l'autorisation. Et si la personne se manifeste, on va alors devoir négocier avec elle l'autorisation de reproduire son image. Mais ça veut dire aussi que si elle refuse, on devra du coup cesser de diffuser son image. Donc, il y a des possibilités. Il est possible de flouter l'image de la personne pour la rendre du coup inidentifiable. Mais bien sûr, dans un travail de photographe, ça peut être... voilà, on veut que sa photo soit nette, on n'a pas forcément envie de la flouter. Mais c'est quand même un moyen technique à garder à l'esprit éventuellement pour se sortir de cette situation. Et cette personne... Je pense juste, petite précision, si jamais vous réalisez une photo pour, par exemple, une publicité, si c'est une photo qui est commissionnée par un tiers, très souvent, et j'ai eu ce cas-là, c'est une procédure contentieuse, très souvent, il va y avoir un contrat entre vous et la personne morale, souvent c'est une société qui commissionnera cette œuvre-là. Et dans ce contrat-là, très souvent, va y avoir une clause qui va dire que c'est à l'artiste de vérifier qu'il a bien obtenu toutes les autorisations des personnes qui se poser
ouais, si vous prenez une photo de rue, par exemple, d'un bâtiment et qu'il y a des personnes qui s'y passent, mais que c'est pour montrer le bâtiment et que ça a été commissionné par exemple, le propriétaire de ce bâtiment et que la photographie est publiée par ce propriétaire-là de ce bâtiment, notamment, vous savez, les grandes publicités qui sont lorsque les bâtiments sont en réparation, ce genre de choses. Moi, c'était dans ce cas-là que cette situation s'était posée. Dans ce cas-là, bien souvent, la personne donc, qui a été photographiée va se retourner vers le propriétaire de l'immeuble donc, voilà, qui a commissionné la photo, et celui-là va se retourner vers le photographe, puisqu'il y aura souvent une clause contractuelle qui dira que c'est au photographe de demander autorisation. Donc, dans ces cas-là, en particulier, lorsque la photo vous est demandée par quelqu'un et si vous avez un contrat, vérifiez bien des clauses dans vos contrats pour vérifier que si c'est vous qui êtes responsable en particulier. Et deuxièmement, dans ces cas-là, il vaut mieux avoir quand même une autorisation à faire signer, notamment si la personne est vraiment la personne centrale et par ailleurs qu'elle va être représentée en énorme sur un bâtiment, ce genre de choses. Donc, encore une fois, c'est de la très, très casuistique. Si c'est une toute petite photo et que vraiment, ce n'est pas identifiable, de toute façon, il ne pourra pas faire valoir son droit à l'image. Si c'est une grande photo qui, en plus, est utilisé à des fins commerciales, donc ce n'est pas une condition, hein, les fins commerciales, mais ça pourra rajouter au préjudice qui pourra être prouvé par la personne. Dans ces cas-là, vraiment, il vaut mieux quand même avoir une autorisation. Si c'est à des fins artistiques, effectivement, c'est ce que vous disiez et ce que Chloé expliquait très bien, c'est infaisable en fait, et ça, je pense que tout le monde en est bien conscient. Gilbert, vous vouliez préciser quelque chose? Pardon, non, mais justement, Lucie, vous avez répondu à la petite remarque que je voulais faire. Mais effectivement, en plus, des fois, demander des autorisations personnelles à chaque personne après chaque photo, d'autant plus si on prend l'exemple de Martin Parr qui prend des photos très rapprochées avec des flashs. Je pense que si Martin Parr demande l'autorisation à chaque personne qui généralement ne sont pas dans des situations flatteuses, je pense qu'il essuie un refus et il n'aurait jamais pu faire la carrière qu'il a eue actuellement, quoi. Mais les gens étaient peut-être un peu moins procéduriers à l'époque. Peut-être aussi. La diffusion des photos était moins facile aussi parce qu'il y a quand même quelque chose à savoir, c'est que les réseaux sociaux facilitent beaucoup les comportements pas tout à fait autorisés, mais aussi du coup la possibilité de relever ces comportements-là. C'est-à-dire qu'une photo avant qui aurait été diffusée dans une exposition sans forcément de répercussions sur Internet, aujourd'hui, n'importe quelle personne qui va voir l'exposition peut faire une photo de la photo et la diffuser sur ses réseaux sociaux. Donc, sans parler du comportement de l'internaute qui va publier sur ses réseaux sociaux, ça permet aussi à des gens qui n'auraient jamais été en contact avec la reproduction de leur image, du coup, éventuellement de pouvoir relever cette reproduction et donc de se manifester aussi. Alors, merci pour ces précisions. J'ai une dernière question et puis si ça vous va, après, on pourra clôturer cette session d'information. Donc, c'était aussi une question de Jean. Je la lis. Certaines œuvres murales, donc par exemple dans le 13e arrondissement de Paris, sont conçues comme provisoires, c'est-à-dire que l'on conçoit leur destruction comme programmée. Est-ce que cela s'oppose au droit actuel? Autrement dit, voilà, est-ce que la destruction d'œuvres d'art, elle s'oppose à la notion de droit de protection de l'œuvre d'art? Et si je peux rajouter une chose, c'est qu'il y a l'objet et l'image de l'objet. C'est-à-dire quand une œuvre se détruit ou est détruite, on détruit l'image. Or, l'image appartient à l'artiste. Alors, en fait, problème. On va encore parler de droit moral. Pour le coup, c'est vraiment l'intégrité de l'œuvre. Et donc, détruire une œuvre, c'est y porter atteinte à son intégrité. La petite particularité du droit urbain, c'est que là, par exemple, si on vient en toute connaissance de cause performer une œuvre dans l'espace public qui a vocation à être détruite, ce sera compliqué de faire valoir une atteinte à l'intégrité de l'œuvre. Okay. Parce que ça fait aussi partie de l'artiste, lorsqu'il a conçu son œuvre, l'a conçue en ayant à l'esprit qu'elle allait être détruite dans un temps fixé, quoi. Donc, bien sûr, ça n'empêche pas du tout l'artiste de diffuser des reproductions de son œuvre. Ça, il a toujours le droit de le faire, il n'y a pas de problème, c'est son œuvre, il a été autorisé à la performer sur un mur, mais en revanche,
ça fait partie, voilà. Même d'ailleurs, une œuvre qui ne serait pas forcément faite pour une durée limitée, mais dès lors qu'elle est en fait dans l'espace public et qu'on n'a pas eu l'autorisation pour la performer sur que ce soit d'ailleurs sur un mur privé ou public, comme c'est aussi une infraction pénale, en principe, cette œuvre, elle a vocation à être, elle a plus ou moins endommagé le mur, et donc le mur soit rétabli dans son intégrité originale. Donc, c'est vrai que ça fait un peu partie de l'art urbain, et dans ce contexte-là, on recommande de toujours demander l'autorisation du propriétaire pour s'épargner justement une interdiction par la suite et une dénaturation, enfin vraiment une atteinte à l'intégrité de l'œuvre, quoi. Alors, je pensais plutôt à ça par rapport aux murs, des commandes murales qui sont faites. Hein. Parce qu'en effet, pour les murs illégaux comme ça, c'est difficile de... En fait, ça va être une confrontation entre le droit moral de l'auteur et bien sûr le droit soit du propriétaire du mur, du propriétaire du bâtiment, soit même carrément si on est dans l'espace public, en fait c'est une infraction, c'est plus ou moins le droit de l'État, entre guillemets, sur l'espace public. Donc en réalité, c'est sûr que ça sera une confrontation entre les deux, et le droit moral, on pourra toujours faire valoir une atteinte à son droit moral et demander une indemnisation. À mon avis, ça se plaide, mais pour autant, on n'aura pas forcément le droit de faire perdurer son œuvre sur ce mur-là. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Eh ben, merci à vous de nous avoir reçus. Voilà, merci. Alors, cette session sera en ligne sur la chaîne YouTube de la Fédération. Donc, j'espère que l'ensemble des intervenants et intervenantes ont eu pas mal de réponses à leurs questions. Et voilà, nous, en tant que fédération, on va continuer tout ce travail de réflexion autour du droit, évidemment, du droit d'auteur, comme c'était le cas aujourd'hui. Et donc, la prochaine session d'information que l'on va organiser sera le 27 janvier prochain avec la Maison des artistes, sur la question de comment justement on porte un projet artistique dans l'espace public. Et donc, on évoquera un petit peu le droit d'auteur, mais aussi toutes les problématiques de sécurité des chantiers, de contractualisation avec le commanditaire et de médiation aussi avec les publics. Donc, merci beaucoup à Gilbert, Chloé et Lucie et Jean pour l'animation de cette session. Avec plaisir, merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir.